congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Maman Sikadi. Rapidement, voici le sommaire de votre magazine. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville. L'actualité ce matin, Eliezer Tamboué, depuis 6h25 au CPRK, donc ici à la prison centrale de Makala. Le parquet n'attend plus que quelques jours, quelques heures pour fixer l'affaire au tribunal. Le tribunal qui va peut-être tenir les audiences en foraine au niveau du CPRK. On va suivre cette question, les procès Eliezer Tamboué qui va au niveau de la Belgique, tout comme au niveau de la France, tourner au procès du diamant de plus de 37 carats. La famille Oloming saisit donc la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, parce qu'il s'agit de morts d'hommes, mais aussi il s'agit des questions liées à la vente, semble-t-il, illicite de cette matière première. La famille prépare déjà un dossier pour saisir la Fédération internationale des droits de l'homme, dont la question risque de quitter la RDC pour la France ou soit pour la Belgique. Autre actualité ce matin, plus de 40 jours, Rossi Timanga, on ne connaît toujours pas là où ce monsieur est enterré. Il est enterré, oui, il est enterré, non, difficile. La famille biologique non plus ne dit rien, mais des informations que nous ne confirmons pas sur ce plateau laissent croire que Rossi aurait été enterré dans un endroit détenu secret en complicité avec sa famille biologique. J'ai dit que nous ne confirmons pas, ce sont des infos à prendre avec beaucoup de réserve. Alors jusque-là, les enfants d'Engaba et Makala commencent à hausser le ton. Même sa paroisse ne dit rien. Plus de 40 jours, Rossi est toujours sans nouvelles. Pas de procès non plus pour la dame qui avait en charge la zone opérationnelle. Elle s'appelle, je crois bien, Karine, ou soit les policiers qui avaient tiré sur Rossi pendant qu'en Bandaka, il y a eu procès, mais aussi des condamnations. Aujourd'hui, toujours pas de procès, toujours pas de condamnation et non plus d'enterrement. On va en parler, ça sera le deuxième et peut-être l'avant-dernier thème de l'émission. La machine à voter fait parler d'elle. Séoul se désengage et discrédite donc la CENI et la firme Miro Système qui livre pour la Commission électorale nationale ces machines à voter. Les débats à l'Assemblée nationale hier, le gouvernement via Ami Ambatobe Dignette au projet de transfèrement des eaux de la rivière Ubangui au niveau de la Tchad. Le gouvernement attend donc transmettre un document au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout comme au secrétaire général de l'ONU. Voilà le menu de votre magazine. Bienvenue à vous. Pascal Ondier sur ce plateau. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Très bien. Ordonnance présidentielle. Il faudrait fixer, parce que vous aviez parlé d'Eliezer, qui est déjà en prison, notre confrère. Si personnellement je suis libre, je me retrouve sur son plateau, c'est là qu'Eliezer se mettait. Aujourd'hui, il est à Makala. Parce que simplement... Il aimait toujours se mettre ici, oui, à gauche. Parce que simplement, il a eu à dénoncer, à donner un point de vue de la même manière que nous faisons maintenant. Voilà. Et je crois qu'on a tout intérêt aujourd'hui d'expliquer cette question correctement. On va en parler, ça sera les premiers thèmes de l'émission. Joël Kadendanga d'Impact-News, Pascal est des Canal Kim Télévision, il est membre de la rédaction, mais ça fait longtemps que vous avez été dans un reportage. Hein? Non, on est là chaque jour pratiquement, suivez le journal. Oui, je vous ai vu avant-hier. On est responsable de la rédaction, nous sommes chefs de la rédaction, on est là, on suit tout de près. Donnez aussi de la chance à la jeune génération, les stagiaires aussi. Justement, oui. Mais vous n'êtes pas les caligoulas de la rédaction, non? Non, on ne peut pas le faire. Hein. Merci beaucoup, Pascal Ondier. C'était une manière de vous mettre un peu dans le bain de l'émission. Il est présentateur d'un grand magazine aussi diffusé sur CKTV, parfois sur préciser, aujourd'hui, nous allons recevoir Jérôme Mbosso, ouais, qui va aborder cette question de la machine à voter après le point de vue de Saoul, vous aviez évoqué, et avec lui, je crois que toutes les questions lui seront posées et l'opinion peut suivre le point de vue d'un technicien en même temps. C'est bien dommage que votre émission ne soit pas une émission de débat contradictoire. J'aimerais que vous puissiez associer Jérôme Mbosso face par exemple à Moïse Moussangana. Moi je prépare déjà un grand plateau. Ce n'est pas exclu, Moïse ça peut être possible. Je prépare un grand plateau, Moïse et Corneille Nanga. Tout est possible, surtout après la publication de l'ouvrage de Moïse. Tout est possible qu'aujourd'hui cela se fasse. Mais on va voir les conditions de l'enregistrement, si ça va nous permettre qu'on ait deux invités sur le plateau. Attention, il ne faut pas demander les conditions, comme Eliezer avait dit, les conditions du tournage. Et les gens pensent qu'il a fait du chantage au gouverneur. Merci à vous.
Impact News de Joël Kalendanga. Bonjour Joël. Bonjour cher confrère. J'ai vu votre journal hier avec une grande manchette sur Eliezer Tamboué et tous ces journalistes, mais j'ai aimé plutôt votre troisième manchette. Hein. C'était sur... Oui, la troisième manchette, c'était Boss Mining qui est en train de spolier les parcelles des simples individus. Il découvre que vous avez un peu de minéral à l'intérieur. Attention avec des affirmations comme ça. Non, l'affaire est portée par devant les cours et tribunaux. Il y a M. Mukalaika Songoke ici à Kinshasa, dont la parcelle a été empiétée. On a profité pendant qu'il était malade. Et Boss Mining aujourd'hui monte des dilatoires en dilatoire pour que l'on ne puisse pas rendre les jugements. Pourtant, les services techniques, celui de cadastre, tout comme celui des affaires foncières, ont donné leur avis que la parcelle appartenait bel et bien à M. Mukalaika Songo Gabin, qui est pasteur. Mais on profite, comme il est faible, ils disent que non, c'est au nom du chef de l'État, c'est une entreprise qui appartiendrait au chef de l'État. Et voilà comment les gens sont en train de salir les noms du président de la République. Merci beaucoup Pascal. Rapidement, on peut parler Eliezer. Hein. Donc, plus question de nous appeler. Avant la conclusion de cet aspect sur Eliezer, j'ai un communiqué à passer parce que la rencontre qui était prévue tout à l'heure au Palais de la Justice est décalée de quelques heures. Chers confrères, priez de bien vouloir entrer en contact avec Peter Tchani pour vous donner beaucoup plus de détails. Eliezer est à Makala depuis ce matin. C'est regrettable, Serge Kabongo. Je dois vous féliciter parce que l'acte que nous avions posé, vous et moi et les confrères, la fois passée, juste chez le procureur, était à féliciter. Et je crois que le combat doit continuer, les démarches doivent continuer jusqu'à réclamer la liberté d'Eliezer. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Oui. Dans un groupement Benankoy, là, nous sommes dans la province du Sankuru. Un creuseur qui s'est nommé Olomi Lorodi va attraper un diamant de 35 carats. Lorsqu'il a eu ce diamant, il a saisi maintenant le gouverneur intérimaire, parce que le gouverneur titulaire était absent. Il arrive dans le bureau du gouverneur intérimaire, pendant qu'il était là, c'est la femme du gouverneur titulaire qui arrive. Avec information comme quoi, il y avait injonction de pouvoir nous rendre à Kinshasa. Et elle va supporter les billets, on arrive à Kinshasa. La femme du gouverneur. La femme du gouverneur avec le propriétaire du diamant et autres personnes. Et arrivé à Kinshasa, on aurait, là nous commençons à conditionner parce que c'est juste là où le problème commence à se poser. On aurait trouvé le gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, à l'aéroport. On aurait, parce que là lui refuse, c'est comme ça qu'il y a des infractions de diffamation, ainsi de suite. On l'aurait trouvé. Et ils se sont conduits jusqu'à sa résidence, probablement. Et arrivé là, après échange, on aurait proposé au propriétaire du diamant le montant de $10 000. Et il va refuser. Et c'est après le refus qu'il y aurait eu des problèmes finalement entre le propriétaire du diamant et les gouverneurs. Nous conditionnons toujours. Et est-ce qu'il a reçu des coups? Est-ce qu'il n'a pas reçu des coups? Et finalement, l'homme serait déjà mort. Par qui? Là, c'est le travail maintenant des médecins pour prouver s'il est mort de quoi. Et c'est simplement ça. Ça, c'est la vraie info. Et c'est ça qu'Eliezer a fait en recevant ceux qui étaient venus sur son plateau. Est-ce qu'il y a eu des exagérations? Il y a eu des informations? Et la question fondamentale que les gens se poseraient, ou le gouverneur Ngoï Kassanji se poserait, ou donnerait à l'opinion l'information, qu'est-ce qui s'est passé effectivement de cette affaire de diamant? Est-ce qu'il y a eu diamant vrai ou faux? Vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monsieur, est-ce qu'il est en vie ou il est décédé? S'il est décédé, il est décédé de quoi? À ce moment-là, on informe l'opinion, on est fixé. Mais curieusement, on cherche à galvauder un peu les débats. Ce n'est pas parce qu'il arrive, par exemple, qu'il ait mal présenté le fait sur plateau. Mais vous devez aujourd'hui apporter la lumière sur cette question des diamants. Mais est-ce que la justice ne peut pas maintenant saisir la question pour que, comment on dit, l'éclairage soit fait autour de cette question? Je m'en souviens à l'époque de Kabila père. Lui s'est retrouvé dans le même cas. On a failli lui confisquer même le diamant. C'est la presse qui l'a aidé à son temps. Avec des déclarations par-ci, par-là, ainsi de suite. Ngoï Kassanji toujours. Mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'il engage un combat ouvert comme ça contre pratiquement toute la presse. Et la presse, Serge, je veux dire une chose aussi. Quand nous faisons nos actions, vous ne voyez pas certains organes. Ce qui est déplorable.
on ne peut pas avoir d'écloration. Moi, je n'ai pas vu nos amis de Télé 50, par exemple. Je n'ai pas vu les amis de la RTNC première. Si puis Gérard est revenu, c'est exceptionnellement parce que nous intervenons sur kiosque. Mais les autres ne viennent pas. Pourquoi ça? Et ils attendaient le départ de Madame Nicole Dubambo. Au contraire, vous verrez que nous serons chez eux. Nous avons toujours déploré, depuis qu'on avait arrêté Maïk à son temps, mais ça continue. À un certain moment, il faudrait qu'on dise non. Il y a aussi un autre fait, surtout de la déclaration du président de l'UNPC. Je ne peux pas apprécier mon point de vue. Lorsqu'il dit, il demande au gouverneur de pouvoir retirer la plainte, qu'elle revienne à l'UNPC. L'UNPC va confier cette plainte à la commission de discipline. La commission de discipline va juger, déjà il dit, et sanctionner pour avoir violé les règles éthiques. Mais quand vous dites déjà comme ça, maintenant que le dossier est au niveau de la justice, ça veut dire que la justice aussi peut se saisir maintenant de la position de l'UNPC pour dire, d'ailleurs, la corporation a déjà tranché, il y a effectivement violation des règles éthiques. Non, c'est grave. Je pense qu'il aurait dû trouver d'autres termes convenables, n'est-ce pas, pour ne fût-ce que défendre le confrère qui n'a su que présenter le fait comme je le fais là. Merci beaucoup, Pascal. Mais ici, nous exigeons aussi de la part du gouverneur qui nous explique qu'est-ce qui s'est fait exactement. Est-ce que le propriétaire du diamant est en vie ou non? Est-ce qu'effectivement il y a eu, en tout cas, présence du diamant des 35 carats, vrai ou faux? Mais comment ça a été vendu? Comment ça a été vendu? Ça a été certifié où? Et le propriétaire l'État congolais a perçu combien? Voilà, ce sont des questions comme ça qu'on doit se poser. Alors je vous apprends que puisque la justice ne s'intéresse qu'à Eliezer, ne s'intéresse pas à tous ces aspects, les membres de famille sont en train d'élaborer un document pour saisir la Fédération internationale des droits de l'homme. Ça c'est l'info de ce matin. Ils ont raison, il faudrait qu'ils les fassent parce que avec notre justice, vraiment ça devient inquiétant. Oui. Ils ne pouvaient pas s'ouvrir ce sort. La FIDH est censée être saisie, je crois, dans les heures qui suivent, par les membres des familles qui rédigent déjà une plainte. Ils sont assistés par des cabinets dont j'ai tel les noms ici. Peut-être que l'affaire sera portée devant les juges belges, devant les juges français, et que Ngoïka Sanji sera invité là-bas pour s'expliquer. Non seulement lui, peut-être le gouverneur de l'autre province aussi. Joël Cadet, bienvenue. Hein? Encore une fois, merci. Allez, on va parler Eliezer Tamboué. Il est à Makala. Et j'ai parlé avec lui ce matin. Il a le moral très haut. Il n'a pas encore été ramené dans sa cellule. Il était à la direction de la prison. On ne sait pas s'il sera dans quelle cellule. Vous avez tenu une conférence de presse hier, mais j'aimerais quand même que nous puissions voir aujourd'hui l'étape du parquet est presque terminé. Il ne reste qu'au parquet de fixer l'affaire et le tribunal d'aller peut-être en chambre foraine, en prison pour le jugement. D'abord, félicitations. Pour le procès. D'abord, félicitations à madame. Nous voulons que ça soit un procès public. Hein. D'abord, félicitations à madame parce que je vois que votre visage commence à devenir rond. Je suis très fier, je suis très content. Alors, vous êtes devenu encore très beau, le visage devient rond. Merci beaucoup. Non, Serge, il faudrait que nous puissions ne pas oublier quelque chose. La presse congolaise, la liberté de presse est en insécurité. L'émission Kiosque est en insécurité. Les magazines Tokomi Api est en insécurité. L'émission de Pascal Ondje est en insécurité. Toi-même, hein, presque tout le monde. Et Impact News, il ne faut pas accélérer, c'est normal dans un pays où la démocratie bat de l'aile, c'est tout à fait normal. Non, il faudrait comprendre la première chose, c'est que et que l'arrestation d'Eliezer Tamboué fait partie d'une stratégie mise en place pour déstabiliser toute la presse. Donc vous n'allez pas oublier que demain, après-demain, qu'un procès soit monté contre Pascal Ondje parce qu'il a porté une cravate noire. Et ça va se passer comme ça. Un procès soit monté contre Mike Mukebaye parce qu'il n'a pas porté la ceinture. Un procès soit monté contre Peter Tiani parce qu'il n'a pas de lunettes. Donc, désormais, on va assister à cela et nous sommes préparés et nous y sommes préparés. Alors, c'est ainsi que, comme il en a appelé à la conscience de nos confrères de la RTNC, tout comme de Digital Congo, de Digital et Consorts, il faudrait qu'ils comprennent que ce qui est Zui, que Tchakou Sekate, mais qu'aujourd'hui, que certaines personnes puissent être en train de se moquer, bon, je ne sais pas, chacun à un moment donné a sa liberté. Vous allez voir là où ce régime qui a décidé de confisquer le pouvoir, de confisquer les libertés individuelles et collectives, on va voir là où ça va arriver. Ne nous rentrons pas dedans, préservons ce qui nous unit et ce qui nous divise. D'accord. Là, on va en parler sur notre cuisine interne. Hein. C'est ce que j'ai dit hier, c'est ce que j'ai dit hier, quand j'ai donné la fable de porc-épic. Vous savez, lorsque le porc-épic
en Europe, il y a eu un grand hiver qui tuait tous les animaux. Alors, ils ont décidé d'être ensemble. Et quand ils étaient ensemble, là, les piquants des uns blessaient les autres. Mais la chaleur permettait que tous puissent être en vie. Donc, si nous nous mettons ensemble, Pascal, vous et moi, nous aurons les petites fissures là qui vont créer des petites blessures. Alors, ils ont décidé de s'éloigner les uns des autres. Et chacun a commencé à mourir seul, congelé. Alors, ils ont dit non, on ne va pas continuer à mourir seul. Mettons-nous ensemble. Quelles que soient nos petites blessures que nous nous causons entre nous du fait de nos piquants, acceptons de rester ensemble parce que nous gagnons plus avec la chaleur qu'en étant seul. Cela étant, vous avez dit l'étape du parquet. Le confrère ne va pas comparaître un homme libre, ça c'est déjà un acquis. Je ne sais pas, est-ce que le parquet a peur de quoi? La fuite d'Eliezer est à craindre? Est-ce que son identité elle est douteuse? Est-ce que les faits pour lesquels il est reproché, s'il est aujourd'hui en liberté, il risque d'effacer des traces? Parce qu'il y a tous ces éléments, je n'ai pas fait le droit, mais je parle avec mes consultants. Tous ces éléments réunis peuvent fonder la décision du juge au niveau du parquet. Est-ce que c'est entre autres parmi ces éléments qui ont poussé à ce que le juge n'accepte pas d'accorder la liberté provisoire en chambre foraine à notre confrère? Retenons d'abord que le principe c'est la liberté. La détention est une exception. Une exception pourquoi? Parce que même dans l'arrestation d'Eliezer Tambwe, il y a eu vice procédural. Vice procédural en quoi? Parce que Eliezer bénéficiait d'abord des mandats de comparution. 1, mandat de comparution. 2, avant que l'on émette les mandats d'amener. Non, s'il y a des faits graves, on peut lancer directement les mandats d'amener. Non, là, les faits graves, c'est lorsque la personne peut transformer les infractions. Mais ici, les infractions dans le chef du magistrat ou dans le chef du parquet, dans le chef du ministère public, les infractions sont déjà cristallisées. 1, c'est l'infraction de diffamation. On ne saura pas. On ne pourra pas encore revenir dessus. C'est lorsque quelqu'un, dans la cristallisation de l'infraction, peut encore mener des tripatouillages pour changer son infraction. Mais ici, l'infraction est déjà cristallisée. Oh non, chantage et consort. C'est déjà cristallisé. Qu'est-ce que Eliezer peut encore changer? Et de 2, la fuite d'Eliezer n'est pas à craindre. Eliezer Tambwe, c'est une star. Même dans mon quartier, quand il se pointerait sur mon avenue, on va crier « Moi, Nankolo Lupam ». Donc, il ne peut pas fuir. Il a ses biens ici, ses enfants. Il a ses enfants son ici. Entreprise. Et ses enfants sont à l'hôpital pendant que nous parlons. C'est ce que j'en appelle à la compassion de nos frères, de nos sœurs, si nous pouvons assister la famille d'Eliezer. Vous ne savez pas combien les enfants, sans la présence de leur père, ils sont à l'hôpital et lui-même, son moral, vous les avez dit qu'il est au zénith, mais face aux enfants, souvent, ça bouge un peu. Alors, Eliezer est là, chers confrères. Comment est-ce que hier, nous avons été dans la chambre du conseil au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, mais les avocats ont développé les arguments qui ne peuvent pas permettre que Eliezer puisse comparaître en détenu. Non, Eliezer pouvait comparaître en homme libre du seul fait des éléments que je vous ai donnés ici. Parce qu'il n'est pas encore condamné. C'est un homme... Il n'est pas condamné, il jouit de sa présomption d'innocence. Autant que Kassange également ne jouit que des indices de culpabilité qu'il ne peut pas prouver. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions évoluer. Non, je voudrais juste... Vous savez, le vrai problème ici que Kassanji veut atteindre, c'est d'occulter les circonstances et les circonstances de la mort de ce monsieur, l'acquisition du diamant, de la vente du diamant, de la mort mystérieuse du propriétaire du diamant. Voilà. Et ce qu'il faut craindre dans cette histoire, je connais un peu l'histoire de notre pays, elle les jonche entre tribalisme et ethnicisme. Je ne voudrais pas qu'on soit là dans les citations à la haine tribale. Kassanji achète, allons dans l'exposition Issam, il a acheté le diamant, où il l'a pris, selon les membres de famille, il l'a extorqué, selon les membres de famille, où il l'a extorqué, et la mort s'en est suivie. C'est contre qui? Un prince était là. Et aujourd'hui, il prend un prince un prince Songé, Eliezer Tambwe. Il prend un prince Songé qu'il fait coffret. En même temps, pendant ce moment ici, il y a un chef coutumier Kabinda, Songé qui est aussi en prison à Bujumaï. Non, il ne faut pas faire aller du coq à l'âne. Hein? Serge, nous connaissons ce pays, nous connaissons
la braise que souvent l'oppresseur utilise, c'est le tribalisme. Merci beaucoup, J'ai Pascal. peur Je vais revenir à que vous. cette affaire Pascal, ne puisse tomber dans cela. Le Sankourou n'a jamais eu de diamants comme ça. Non, ça, ce n'est pas connaître votre pays. Il y a trop de mines au Sankourou. Oui. Sankourou a au moins 6 territoires. Il y a le territoire des Kolé, où il y a beaucoup de mines, chez moi. Il y a le territoire de Lodja, il y a le territoire de Losambo, il y a Katako, il y a Lubefou, il y a Lomela. Il y a vraiment... Mais les diamants de Sankourou, là, on aura un jour un procès de ces diamants. Je refuse de croire ce que le confrère a dit, que tout ce que Kassanji fait participerait, soit pour qu'on occulte le débat sur la vente et l'achat de ces diamants. L'État en a perçu combien? La DGRAD a perçu combien? Comment les propriétaires est mort? Tout ça là. Oui, mais ça c'est la justice ne s'y intéresse pas. La gestion opaque de nos ressources minérales. Vous voyez? Pas seulement les diamants. Prenez les coltans, prenez le reste, vous verrez que on ne gère pas de façon transparente. La population ne connaît même pas que font les dirigeants lorsqu'on a ces minéraux. Autant le diamant aujourd'hui, on va vendre. La vente de ce diamant aujourd'hui... Il semble que c'est déjà vendu en Anvers. Mais si c'est déjà vendu, qui a bénéficié? C'est les individus qui ont empoché l'argent. Alors, au nom de l'État. est-ce que la justice ne peut pas se dire, non, derrière ce dossier d'Eliezer, il y a encore un dossier de mort d'homme et un dossier de diamants qui peut l'emporter à l'argent? C'est comme ça que je parle. Il y a une donne politique dans ce dossier. Très bien. Donne politique simplement parce que on dit, certaines sources disent qu'Eliezer s'en prend trop aux dirigeants et il fait trop d'éloges à Moïse Katumbi. Voyez-vous? Alors, cette question des diamants donc, tombe comme un prétexte pour lui régler des comptes. Ça, c'est connu. Alors maintenant, est-ce que c'est simplement Eliezer ou ça va encore être le cas pour les autres? Voilà, comme ça que nous disons, ce n'est pas toujours bon pour une justice. Le confrère, même vous aviez évoqué les raisons qui n'auraient pas permis qu'il soit détenu et comparaître comme détenu. Parce qu'il était là, il pouvait bénéficier de la liberté et aller comparaître normalement. Et on est allé précipitamment parce qu'il y a eu un compte à régler, on lui a réglé des comptes. Merci Pascal, on va se limiter là en ce qui concerne Eliezer Tamboué aujourd'hui. On va passer au deuxième thème de l'émission. Alors, si aujourd'hui l'INPC peut-être veut entrer en danse, je pense que ça c'est le comité de l'INPC qui va nous donner des plus d'informations. Mais parce que Pascal en a parlé, oui. Je ne voudrais pas que l'on tienne on a interviewé le président Kasonga Chilonè, je ne voudrais pas que l'on tienne ses propos pour des propos condamnant ipso facto et a priori les confrères. Non, il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas les compétences. Ce sont les compétences du tribunal. Mais il ne peut pas servir de béquille aussi. Non, quand un président de l'UNPC dit déjà que il a dit qu'on remette le dossier maintenant à l'UNPC, la commission de discipline va sanctionner et juger, n'est-ce pas, le confrère pour avoir violé les règles d'éthique. Non, il ne peut pas dire ça. Bon, ça, écoutez, il sert de béquille maintenant à la justice pour qu'elle condamne, étant donné que sa corporation a déjà condamné à la Non, Pascal, nous sommes en train d'aller. C'est au pénal. Hein? Le pénal n'est pas aussi. Le pénal n'est pas lié au disciplinaire. Oui. S'il y avait une démarche à mener au niveau de l'UNPC, ça aurait été auprès d'Ngoï Kassanji. Mais si le président a donné raison à Ngoï Kassanji pour dire qu'il a raison d'ester notre confrère en justice, c'est en violation de l'article 74. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit devant Tito Ndombi. Malheureusement, il semblait à l'atelier, à la MONUSCO, n'est pas maîtrisé cette disposition. La disposition veut ceci, Serge Kabogo, même si aujourd'hui la loi particulière est supérieure aux lois générales. Ça veut dire quoi? Si le code pénal fixe qu'on peut poursuivre quelqu'un pour diffamation et ainsi de suite, mais écoutez, il y a eu une loi le 11 janvier 2011 portant organisation, fonctionnement et attribution du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui fixe aussi que le CESAC poursuit les fautes déontologiques et consorts, l'éthique et consorts des organes de presse. Mais si c'est fait à l'article 74, sont constitutifs des infractions à l'égard d'un professionnel de médias, c'est le CESAC qui doit saisir. Donc, à partir de la loi de 2011, le journaliste bénéficie de
privilège de poursuite. Donc on ne peut pas arrêter un journaliste dans ce pays sans l'avis du CESAC. Et c'est ça la loi. Mais malheureusement, nos amis qui sont CESAC, je l'ai dit à Mbazatié Folo, je l'ai dit à Tito Ndombi, je les ai invités à relire cet article. Merci beaucoup. Alors, c'est mieux que même aujourd'hui, demain, vous êtes invité par le parquet, faites prévaloir la loi particulière par rapport, bon, c'est un débat entre juristes, non, le code pénal est indépendant, non. Vous aviez bien dit, et vous aviez compris la difficulté de ceux-là qui gèrent cette... Allez, on va prendre le deuxième thème de l'émission. Madame, Monsieur, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, nous sommes CCTV et vous regardez Kiosque. On parlait tout à l'heure de l'emprisonnement de notre confrère Eliezer Tamboué. J'aimerais faire une petite conclusion pour les confrères qui préfèrent rester chez eux dans des rédactions climatisées et nous appeler. Arrêtez de m'appeler. Oui, arrêtez. Arrêtez de nous appeler. Arrêtez de vous informer. Okay? Non, non. Nous ne sommes pas vos reporters pour aller attendre les heures de 8h à 18h rentrer chez nous et vous restez dans vos rédactions et nous appeler. Ça se passe comment? Il est où? Comment ça se passe? Arrêtez cela. Vous avez choisi de rester dans vos rédactions. C'est votre droit aussi. Vous nous avez laissé. Nous avons choisi d'aller assister Eliezer du matin jusqu'au soir. C'est au-dessus de notre droit. Alors, si vous avez besoin d'informations, envoyez vos reporters. Arrêtez de nous appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de nous emmerder. Madame, Messieurs, on va passer au deuxième thème de l'émission. Il s'agit là du 40e jour, plus de 40 jours après la mort de Rossi Tshimanga. Toujours pas d'enterrement, pas de procès. Non, vous savez que la Kabylie a décidé que l'on ne puisse pas enterrer ces garçons en héros et que selon les informations à ma possession, j'étais même obligé d'enlever ma photo de profil en mémoire et en l'honneur et aux hommages à ces héros. Il paraît qu'il l'aurait déjà enterré en complicité avec quelques membres de famille. Je dis bien qu'il l'aurait déjà enterré et qu'ils ne veulent pas que cela soit porté à la connaissance de tous. Ils sont allés même plus loin pour dire qu'il soit enterré à Mbujimayi. Les discussions sont allées entre la famille et le gouvernement et qu'aujourd'hui, on ne sait même pas, même les jours qu'ils vont nous dire que non, c'est le corps de... Qui va authentifier que c'est le corps de Rossi? Oui, je ne sais même pas s'ils vont nous le montrer. Ils vont ouvrir les cercueils? C'est tout ce que avec des chats, ça n'a pas été fait. C'est tout ce que je crains. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays. Et j'ai vu avant-hier Henri Mova remettre encore des camions à la police pour laquelle vous et moi nous payons les impôts, nous contribuons, nous achetons la tenue, nous achetons les véhicules. Elles viennent avec ces mêmes armes pour nous tuer. Et quand ils nous tuent, si vous n'avez pas de chance, ils ramassent votre corps. Attendez, ils vont quand les infos comme ça circulent, est-ce que ces informations ne mettent pas en insécurité ou à danger la famille de Rossi, son père? Parce que quand les bruits, nous ne confirmons pas ces informations, qu'il aurait eu accord avec la famille pour qu'on enterre Rossi dans un endroit détenu secret. Ça ne met pas la famille en difficulté face à l'église, face aux jeunes de la commune de Makala, de Ngaba et à tous ceux-là qui pensent que Rossi, c'est quelqu'un qui a, comme disait, il nous a laissé les slogans, qui est devenu une idéologie. Le peuple gagne toujours. Non, c'est à ce niveau-là que nous en appelons à ce pouvoir. Au lieu non, à la famille aussi de clarifier les choses. Non, non. D'abord au pouvoir. Pourquoi nager dans la phobie? Pourquoi nager dans la peur? Pourquoi ne pas me permettre de pleurer notre héros? Pourquoi ne pas permettre de pleurer mon collègue, mon ami? Alors, je vous pose une question directe à laquelle vous allez répondre direct. Puisque vous indexez le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a à cacher ou qu'est-ce que le gouvernement gagne en maintenant Rossi à la morgue et qu'est-ce qu'il va perdre en acceptant que Rossi soit enterré et honoré de tous? Non, ce que le gouvernement craint, c'est que à la suite des obsèques de Rossi, qu'il y ait des chansons contre le pouvoir, qu'il y ait ce qu'ils craignent, l'insurrection. Et pourtant, ils ont tout le moyen. Le problème, si aujourd'hui on pouvait engager la police, comme ça a été fait au retour de Tshisekedi le 27 juillet 2016, comme ça a été fait à son meeting du 31 juillet 2016, on demande juste à la police d'encadrer ceux qui vont venir pour pleurer aussi. Alors, est-ce qu'il y aura quelle insurrection? Comment expliquer que l'événement s'est passé le 25 février? En même temps, à Mbandaka, il s'agissait de balles réelles, selon la police. À Kin, soi-disant, il s'agissait de balles à caoutchouc, sous l'autorité d'une certaine Karine, qu'on ne sait plus voir. Le colonel, il s'appelle comment? Le général Kassongo nous montre un jeune agent de l'ordre, que c'était lui. Comment plus de 40 jours, il n'y a ni procès,
Il n'y a même pas des experts en balistique qui ont fait peut-être la descente des reconnaissances pour voir comment on pouvait tirer à telle distance en balle à caoutchouc. Il n'y a pas un procès, il n'y a pas d'enterrement. Comment vous pouvez vous expliquer cela? Est-ce que vous savez que le tireur qui a été présenté d'après nos investigations, c'est Info? C'est Info et le matricule qui lui a été attribué, c'est un matricule d'un policier déjà mort. Oh. Mais je vous dis, Serge, nous sommes journalistes d'investigation pas pour rien. Et que la police, ce n'est pas fermé, c'est un service ouvert. Et donc, le jeune homme qui a été présenté, c'est ainsi qu'il n'y a pas de procès ici. C'est parce qu'on sait qu'on va découvrir toutes ces vérités-là. C'est de la mascarade. Quelle différence y a-t-il entre les militaires de la force navale de Mbandaka qui a tiré et un policier qui a tiré ici? Les militaires de Mbandaka est condamné à procéder de flagrance. Ici, les procès... Non, le problème, c'est parce que c'est lui qui a reçu l'ordre de tuer. Parce que il faudrait retenir une chose. Rossi n'avait pas été tué par erreur ou par caoutchouc et consort. Rossi, c'était une mort préméditée. Avant qu'il n'ait été tué, on l'a appelé. Et Rossi avait déjà été averti. Selon les témoignages des gens. Selon les témoignages. Ouais. Et même si vous avez lu le post de Rossi sur son compte Facebook la veille, il avait dit: nous allons colorer ton sol de notre sang pourvu que nos enfants ne vivent pas esclaves. Il l'avait dit pourquoi? Rossi était en négociation avec le pouvoir pour qu'il puisse infiltrer les mouvements citoyens. Il a refusé. On lui a dit: tu refuses, on va te tuer. Il savait la veille, parce que les négociations étaient avec lui-même la veille, pour qu'il puisse céder. Il n'a pas cédé. Et Rossi est mort debout. Merci beaucoup. Et vous avez vu même quand il est en train de gémir, lorsque le sang gît de son corps, il a demandé qu'on appelle ces personnes qui étaient déjà mises au courant. C'est ainsi que la guerre aujourd'hui, c'est la poursuite tout autour de tous ceux qui connaissaient Rossi, qui connaissaient tous ces témoignages. C'est pour qu'on le tue, c'est pour qu'on efface les traces. Est-ce que les procès aura lieu quand? Et puis, moi, je n'aimerais pas être à la place de ses papas. Je me vois, moi, on m'abat d'une balle. Et mon père, le pauvre Kabongo, pendant 40 jours, il ne sait pas où se trouve la sépulture de son fils Serge. Madame Grace ne sait pas là où on m'a enterré. Je n'aimerais pas être à la place des enfants de Rossi. Et la famille aujourd'hui est en difficulté quand les jeunes d'Engaba et de Makala commencent à soupçonner la famille qu'elle serait en connivence avec les régimes pour un enterrement en catimini de Rossi. C'est ignoble. Je me rappelle du fait de la fille qui avait reçu la balle au niveau de la bouche. Oui. Et on a monté le dossier comme ça. Rebecca. Et avec notre consoeur qui avait dévoilé l'information qui était en train d'être montée par l'autre. Mais la fille aujourd'hui en Afrique du Sud, délaissée à son tristesse. Elle est interdite de sortir du territoire national. La consoeur. Malheureusement. Rachel Kitita. Alors, ici le problème c'est, le confrère l'a évoqué, il n'est pas allé en profondeur. Le débat sur qu'est-ce qui a tué Rossi. Est-ce que c'était une balle réelle ou une balle en caoutchouc? Une balle en caoutchouc. Comme c'est une balle en réel, la réalité c'est cela. Il y a eu la première autopsie, il y a eu la deuxième autopsie. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On connaît, c'est la vérité. Et tout le monde connaît ce qui s'est passé. Et maintenant, on ne sait pas aller outre. Si ouvrir un procès aujourd'hui, tout le monde connaîtra la vérité. Et c'est le pouvoir qui sera mal vu. Encore qu'on a avancé des arguments infondés la fois passée, comme quoi il avait reçu une balle en caoutchouc. Mais aujourd'hui, si on ouvre le procès et qu'on prouve effectivement qu'il a reçu une balle réelle, et ça pose problème. Vous évoquez la question de la famille. Mais si cette famille ose poser cet acte, je me dis, alors là, nous sommes où? Mais ici, moi, je veux plus interpeller l'OCLC. D'un côté, parce qu'il s'est agi de la marche initiée par l'OCLC. On réclamait quoi? Qu'on respecte, n'est-ce pas, l'accord, qu'on nous amène aux élections dans le délai convenable. Il y a eu des cas de mort, des tueries. Et maintenant, on a des informations, comme nous sommes en train de dire, bien que nous les conditionnons, mais si réellement qu'on a enterré, en tout cas Rossi, sans que le monde connaisse, je crois le CLC doit aussi nous fournir des explications. Pourquoi il ne dit rien? Non seulement le CNC, je veux parler de l'église catholique tout entière. La paroisse même de et aussi les politiques. Que disent les politiques lorsqu'il y a une telle information? On doit maintenant monter au créneau, chercher, en tout cas, la dépouille de Rossi, qu'on exhibe, effectivement, qui n'est pas enterré. S'il n'est pas enterré, pourquoi jusqu'aujourd'hui il ne peut pas être enterré? Voilà. La raison, c'est quoi pour qu'on garde le corps jusqu'à ce jour? Alors, pourquoi il n'y a pas procès? Admettons que c'était une balle en caoutchouc. Pourquoi il n'y a pas procès? Mais il n'y a pas la dame, la Karine, on la voit plus.
il n'y a pas de procès parce que, vous savez, vous avez suivi. Mais pourquoi il y a eu procès en Bandaka? Il y a des actes prémédités, comme a dit le confrère. S'il faut remonter la filière, on va découvrir beaucoup de réalités. Alors maintenant, il faut chercher à cacher ce dossier ou à étouffer ce dossier jusqu'à ne pas avoir le procès. On est à ce stade, simplement. Parce qu'avant sa mort, il y a eu des révélations. Le confrère vous a fixé. Il y a eu des révélations. Et finalement, on va le tuer. Et on le tue, mais on cache encore l'information comme quoi il n'a pas reçu une balle réelle. Alors qu'en réalité, c'est une balle réelle. Mais il y a eu la première autopsie. La première autopsie a livré ses secrets. C'est la deuxième autopsie. Mais il faudra combien d'autopsies? Mais combien d'autopsies? Qui fait cette autopsie? N'est-ce pas? Et qui garde le résultat des autopsies? Je crois que c'est... Merci beaucoup, Pascal Onge. Et voilà pourquoi on ne veut pas exposer ça à la place publique. Merci. On veut cacher. Mais ce qui sera très déplorable, c'est lorsqu'on découvrira effectivement que Rossi a été enterré. Je ne sais pas comment sera vue cette famille et comment aussi sera vu l'État congolais pour avoir caché quoi. Et une conclusion simple sera tirée à ce moment-là. Mais comment avec Eliezer on fait un procès rapidement ici? À ce moment-là, une conclusion simple sera tirée. Donc, Rossi a été tué par le régime en place, un acte prémédité. Donc le régime a intérêt que Rossi, le corps soit restitué à la famille pour se disculper et a intérêt que les procès se tiennent pour se disculper. Ah, mais maintenant, lorsqu'on n'a pas tout ça, et qu'on l'enterre en cachette. Merci beaucoup, Pascal Onge. Je vais lire ces textos du téléphone de Joël Cadet. Salut Joël, je suis le neveu de Rossi. Je viens juste apporter une clarification sur ce que tu viens de dire, toi Joël. Il n'y a eu aucun arrangement avec le gouvernement et le corps de Rossi se trouve toujours à la morgue. Ok. La complication se trouve au niveau de l'administration de l'endroit prévu pour l'exposition de ces obsèques. Donc même là où on commence à exposer le corps, il faut... Là, ça nous rassure alors. Ils nous demandent, donc ces gens-là, encore l'autorisation de l'hôtel de ville. Donc c'est Kimbuta qui bloque aussi, si je m'en tiens à ces textos. Non, c'est-à-dire, en fait, selon les informations que j'avais jusqu'hier soir, c'est qu'on devrait pleurer aussi à la FIKIN. Ils sont allés pour demander l'autorisation d'exposer les corps là-bas et disent que la FIKIN attend l'autorisation officielle, n'est-ce pas? Est-ce que généralement, quand nous pleurons nos morts à la FIKIN là, c'est aller juste payer. Est-ce que les DG de la FIKIN nous envoient chez Kimbuta? Non, c'est justement pour vous dire qu'il y a un sur... Ça devient un cas c'est pourquoi j'ai salué la promptitude du neveu de Rossi, mais ce que l'on voudrait est que j'ai même vu un groupe WhatsApp créé à ce sujet, mais on commence à raconter des balivernes, c'est pourquoi j'ai quitté de là. Allez, on va prendre l'autre thème de l'émission, 5 minutes pour parler de ce projet du transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. Rossi, les peuples gagnent toujours. Je sais que là où tu es, tu nous écoutes. Ton sang criera vengeance comme ton père l'avait dit. Tu as la métaphysique là. Alors. Allez, on peut parler maintenant les projets de transfèrement, transfèrement d'eau. Hein. C'est un vieux projet. Ah, oui, oui. C'est un vieux projet. Le débat a été engagé au Parlement. J'ai apprécié la position du gouvernement parce que de mon point de vue, je m'opposais depuis longtemps. Et d'ailleurs, ce projet, c'est depuis la Deuxième République. Le transfèrement de nos eaux vers les autres pays. Alors maintenant, le gouvernement ou les autorités du pays prennent une décision de refus sans d'abord l'aval de la population. Je ne sais pas si on va passer par un référendum ou comment. Il faudrait qu'on ait l'acceptation du projet en question par la population. C'est simplement que les autorités pourront entériner l'application. Et là, je suis très d'accord. Mais il faudrait tirer beaucoup d'attention. Parce que l'autre fois, on envisageait au milieu du fleuve pour qu'on installe le réseau de transfèrement. Mais finalement, l'option aujourd'hui, c'est vers l'embouchure. Et là, peut-être, on ne va pas sentir l'impact. Hein, n'est-ce pas? Parce que si on prenait en amont, en aval, on connaîtrait des conséquences, surtout avec au niveau du barrage d'Inga. Oui. Alors, si on fait après le barrage, je crois que ça peut trouver solution. Mais à tout état de cause, lorsqu'on pense qu'il faut d'abord passer par la volonté de la population, Pascal, je dis, je suis très d'accord, mais de quelle façon on va procéder? Est-ce qu'il y aurait un référendum pour que la population donne simplement son point de vue, ou simplement il y aurait un sondage pour savoir l'opinion de la population? Alors le président tchadien dit qu'avec ou sans l'acceptation du Congo, nous allons prendre... Non, il ne le fera pas. Je sais que la question des eaux se gère par plusieurs pays, je le sais,
Mais ce n'est pas de cette façon parce qu'il s'agit d'un Comment il peut nous narguer, il peut nous menacer? Non, il ne le fera pas. C'est peut-être l'orgueil. Si nos autorités vont tenir à leur position, je ne pense pas qu'il y aura une solution qui va passer sans qu'ils donnent un point de vue. Non, il aurait fallu que la question soit soulevée à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement se réveille. Non, la question est là d'actualité depuis longtemps. Mais il faut passer par une institution avant de prendre une décision. On ne peut pas, une question du genre, soumettre maintenant au Parlement pour qu'on lève l'option. Et maintenant, les parlementaires ont levé l'option. Il faut que cela soit d'abord décidé par la population pour que finalement on entérine au niveau des décideurs. Mais ça va se passer comment? Au niveau des faisabilités également, là c'est une question à se poser. Est-ce que les autorités un jour n'auront pas la pression au niveau international pour que ce projet se réalise, même sans l'aval maintenant de la population? Mais si les autorités doivent attendre maintenant la position de la population, c'est là où je m'interroge, ça va se passer de quelle façon pour qu'on sente la position de la population congolaise sur cette question? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Pour que finalement on prenne une décision de transférer les eaux de... Joël Kayendanga, Ami Ambatobe a dit que le gouvernement allait saisir le secrétaire général des Nations Unies pour donner sa position. On connaît déjà sa position. Il n'y aura pas de transfert d'eau sans les référendums, sans l'avis du peuple. Si le peuple dit oui, ce transfert ne se passera pas avant l'embouchure, ça sera peut-être après l'embouchure. Il faut étudier d'abord les études environnementales sur cette question. Mais je n'ai pas vraiment aimé cette arrogance du président tchadien et le silence bien avant la plénière d'hier de notre République face à cette question. Comment vous ne pouvez pas comprendre lorsque nous sommes gérés par les étrangers? Lorsque vous avez les étrangers? Non, retirez cela. Je ne retire pas. Retirez, s'il vous plaît. Non, nous avons les Belges, nous avons les Français. Ah, ok. Nous avons... Non, ce n'est pas... Vous ne voyez que le Rwanda, non. Nous avons les Belges, c'est ce que vous craignez. Oui. Nous avons les Belges au gouvernement. Nous avons les Belges au Parlement. Nous avons les Belges au Sénat. Non, jusque-là, ce n'est pas encore prouvé. C'est pourquoi je vous dis que je n'aime pas de cette question de nationalité ici. Papa, nous en avons trouvé. Alonga avait posé cette question ici. Nous en avons discuté sur ce plateau. Makila José avait soulevé cette question. Il y a eu moratoire. Bon, jusque-là, on a découvert. Jusque-là, on a découvert Sami Badibanga. On a découvert donc je présume que les autres qui sont restés n'ont pas la nationalité. Pourquoi vous avez cité seulement les deux? Bon, il y en a pourquoi beaucoup. vous avez... Non, parce que jusque là, il y a dossier. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Ah, oui. Bon, c'est justement pour vous dire, avec ces gens à la tête du pays, il y a crainte que les eaux soient transférées sans qu'il y ait référendum. Il faut d'abord retenir une chose. Pourquoi il peut y avoir référendum dans ce pays? C'est la révision de la Constitution et la cession d'une partie du territoire national ou le changement du lieu de la capitale. Voilà. Et dans ce cas ici, le référendum serait le meilleur mode pour que le pays puisse céder ses eaux. Mais il faut retenir une chose, Serge Kabongo, qu'il y a une force créée par rapport à ça. Madame Eve Bazabé l'a dit, une force régionale. Donc une force militaire qui devra accompagner ces projets. Et le chef de l'État, notre président, avait déjà signé, avait déjà donné en 2005 son accord. C'est donc tout ce que je crains. Donc toutes les gymnastiques qu'on est en train de faire, si le président tchadien doit dire de gré ou de force. Vous savez, après l'ouvrage de Mutinga sur le pays des inconscients, il a parlé de la prochaine guerre. C'est parlant des eaux exactement que, parce que nous sommes un pays des inconscients, une république des inconscients, les eaux nous seront arrachées de gré ou de force. C'est là que nous en appelons à la conscience nationale, nous en appelons à la société civile de se lever comme un seul homme pour dire non à ces occupants qui voudraient céder notre eau. On veut une sorte de l'union sacrée, pas d'opposition, pas de la majorité. Ici, il n'y a pas un problème d'opposition, il n'y a pas un problème de la majorité. Nous devions tous nous mettre, dire non. Même quand ces étrangers voudraient céder les eaux à leurs homologues qui sont également expatriés tchadiens, nous devrions, majorité comme opposition, société civile, dire non. Merci beaucoup. J'ai été dernièrement à l'Équateur, visiter ma famille. Je suis allé à Bangui, j'ai vu la rivière Ubangi. Non, une sécheresse grave. Mais bien plus que ça. Et pourtant aujourd'hui, j'étais dans l'est de la RDC. On peut, avec les rivières que nous avons ici à Kinshasa, faire des barrages partout avec, par exemple, IOB, Inter-Oriental Bult. Donc on peut créer des barrages. Mais malheureusement, on a des dirigeants, malheureusement ils ne sont pas nôtres, qui ne peuvent pas penser
au souci, au social de la population congolaise. Mais c'est prouvé, mon frère. Ils sont de notre, en dehors de ceux-là, dont leurs camps ont été cités. Il y en a beaucoup, papa. Oui, bon, officiellement, ce sont ces trois-là que nous mais le SEC est belge. Oui, si tu ajoutes le SEC, ça fait 4. Non, je peux continuer. La liste n'est pas exhaustive. Oui, monsieur, l'émission d'aujourd'hui oui, est terminée. On va se retrouver demain. Il y avait une bonne question de la machine à voter. Et là, Christelle n'est pas là. Christelle est aux États-Unis. Elle est partie hier aux États-Unis. Et elle va revenir peut-être dans 2 semaines. La machine à voter, on n'a pas placé un mot. Hein. Oui, parce que après la position de la Corée du Sud, je crois que la CENI aurait dû simplement arrêter. Et n'en appellera. C'est honteux. Et on se pose même la question en vertu de quoi ils se cramponnent à cette question de la machine à voter. Non, il faut faire la guerre, s'il vous plaît. Les fabricants vous disent. Les pays fabricants. Justement. Moi je dis les fabricants. Oui. Parce que c'est les Coréens. Vous extrapolez les Coréens. Oui. Ils vous disent il y a risque du manque de la fiabilité du résultat. Et c'est dangereux d'appliquer maintenant cette machine. Ils vous disent ainsi. Faut pas extrapoler là. Vous êtes Kalaba. Je sais pas. Kalaba, le monsieur là, il passait très inaperçu à l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit. Hein. Il passait très inaperçu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est monsieur. Et il commence à narguer même toute une population avec des discours tels que la Corée est instrumentalisée par les Occidentaux. Ça, c'est très grave. On vous dit simplement, ce n'est pas prudent aujourd'hui. N'utilisez pas cette machine. C'est nous qui l'avons fabriquée. Vous ne savez que l'appliquer. Vous ne connaissez rien de la technicité de cette machine. Il y a un fils Bassengezi lors de la fabrication qui était là-bas. Maintenant, il est à la CENI pour les besoins de la cause. Il y a un fils Bassengezi là-bas. Non, qu'on laisse cette machine. Merci. Il n'y a pas de cohésion sur cette question. Ça divise aujourd'hui la classe politique au risque de ne pas avoir la société, effectivement, au risque de ne pas avoir les bonnes élections au pays, simplement parce que il y a volonté de quelques personnes pour l'application de cette machine, alors que les techniciens, les fabricants et les Congolais refusent, et on ne comprend pas pourquoi ils doivent se cramponner à cette question. L'ONU a désavoué la machine, l'OIF a désavoué et a même demandé la certification, mais aujourd'hui, n'a refusé cette certification. Et vous avez même l'Union européenne, les États-Unis. Aujourd'hui, c'est les pays du fabricant qui désavouent. Donc, la partie congolaise qui perdra les élections demain peut se baser sur tous ces éléments et dire que voilà, effectivement, ce que les pays du fabricant avaient dit est vrai. Serge, c'est que la CENI est en train de préparer le chaos, la guerre dans notre pays. Il faut déjà se le mettre en tête. Parce que comment on peut refuser d'écouter tout le monde? Même celui qui a mis au monde son enfant, il vous dit que cet enfant c'est un rebelle, cet enfant lorsqu'il viendra chez vous, il va créer des troubles, mais vous expliquez. Mais j'ai aimé la lucidité d'Adam Tchaloué, le président de la Ligue des jeunes du PPRD, qui a dit avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Voilà. Je crois qu'il faudrait que les communicateurs également de la majorité présidentielle arrêtent de défendre la CENI qui a un service de communication très avancé sous les mains expertes, hein? Mais quand c'est la majorité présidentielle, quand c'est la communication, le porte-parole de la majorité présidentielle qui défend la machine à voter, c'est là où on comprend que n'ayant pas un bilan à présenter à la population congolaise ou ayant échoué ou ayant un bilan catastrophique, on monte toutes les stratégies pour confisquer le pouvoir par des moyens de fraude, par des moyens de tricherie. C'est ainsi que nous en appelons à la conscience chrétienne de Nanga. Nous en appelons vraiment encore à sa conscience qu'il ne cherche pas que l'on connaisse les mêmes conséquences qui nous ont emporté, monsieur l'abbé, d'heureuse mémoire. Madame, Monsieur, je me permets de vous récapituler l'émission d'aujourd'hui. On a parlé d'Eliezer Tamboué, c'était en premier lieu. Eliezer Tamboué qui est à Makala. Donc, ne nous demandez plus, Serge, il est où? Il est à Makala. Allez lui rendre visite. Il est à demain, c'est vendredi. Et ses soutiens d'État, Thierry Moussenepo qui soutient Eliezer Tamboué dans ces dures épreuves. Thierry Moussenepo, il est de la CCU, le parti de Mende. Il appelle Ngoïka Sanzi à mettre un peu d'eau dans son vin. C'est l'unique de la majorité qui s'exprime sur cette question. On a parlé du projet du transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad, la position du gouvernement. Le gouvernement affirme la fermeté, Ambato Beladi, aux députés hier à l'Assemblée nationale. La machine à voter, vous avez suivi également les commentaires des confrères sur ce plateau et on a cité par cette question, il a été enterré, oui ou non, en catimini, oui ou non. Rossi Chimanga. Aujourd'hui, semble-t-il, la famille serait en discussion avec les pouvoirs pour que son enterrement se fasse dans une sorte de l'opacité. Alors la famille réagit, non, nous allons suivre les jours de l'exposition du corps. Si on va ouvrir les cercueils, est-ce qu'on ne risque pas de prétexter que ça fait 40 jours, il est en décomposition pour ne pas ouvrir les cercueils? Nous sommes journalistes, nous faisons notre travail.
faites le vôtre. Ne nous interdisez pas à faire notre travail. Madame, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à Doudou Montiri, les réalisateurs de cette émission, à l'autorité morale Romain Makonda, Alain Kabongo, Fiston Kabongo, au tout-puissant Mourou Njambe. CongoDialogue.com CongoDialogue.com